Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la seconde 7 dédié à un sujet essentiel, la place des femmes dans les sciences. Aujourd'hui, nous allons examiner la représentation de ces femmes dans des domaines scientifiques souvent perçus comme dominés par les hommes. Et il est important de souligner les différents moyens qui œuvrent pour surmonter ces inégalités dans les domaines scientifiques. Je suis en compagnie aujourd'hui de Naïla Awas. Bonjour Naïla. Bonjour Nelson. Effectivement, les élèves de seconde 7 au lycée Marie Curie se sont penchés sur la question. Au programme, présentation, chronique, podcast et interview sur sur Marie Curie et ses consoeurs laissés dans l'ombre du monde de la science. Tout le monde ou presque aujourd'hui connaît le nom de Marie Curie, mais savez-vous ce qu'elle a réellement fait? C'est la question que Julia et Athénaïs ont posée aux élèves de Marie Curie. Bonjour les filles. Bonjour. Effectivement, nous sommes allés à leur rencontre au sein de l'établissement. Nous avons interrogé 86 personnes. Tandis que la totalité connaissait le nom de Marie Curie, seulement 40 personnes, soit 47%, savaient ce qu'elle a découvert. Marie Curie, de son vrai nom Maria Slawowska, née en 1867 et morte en 1934, est une physicienne et chimiste polonaise, célèbre pour ses travaux sur la radioactivité. Elle a découvert 2 éléments chimiques, le polonium, nommé ainsi en l'honneur de la Pologne, et le radium, aux côtés de son mari Pierre Curie. Elle est la première femme à avoir reçu 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes, un en physique en 1903 et un en chimie en 1911. C'est en 1903 que le comité Nobel décide de récompenser les découvertes liées à la radioactivité. Il prévoit donc d'attribuer le prix Nobel à moitié à Henri Becquerel, qui avait découvert ce phénomène, et à moitié à Pierre Curie, qui avait effectué des recherches dans ce domaine. Mais Marie Curie, qui avait pourtant été un élément principal dans ses recherches, n'allait pas être récompensée. Eh oui, en effet. Il semble que le mathématicien Henri Poincaré ait joué un grand rôle dans une opération qui visait à exclure Marie Curie de ce prix Nobel. Lorsque M. Curie l'apprend, il envoie une lettre au comité Nobel pour exiger que le nom de sa femme y soit ajouté, où il y explique clairement que les recherches sur la radioactivité ont été menées en commun, et il serait une grave erreur que de ne pas noter le nom essentiel de Madame Curie. Il termine sa lettre par une phrase lourde de sous-entendu. Il va sans dire que je ne compte pas du tout sur ce prix Nobel, et que s'il ne nous est pas donné, je n'en aurai aucune déception. C'est alors que, finalement, l'Académie royale des sciences de Suède, qui décerne chaque année le prix Nobel, l'attribua pour moitié à Henri Becquerel et pour moitié au couple Marie et Pierre Curie. Comme l'a dit Athénaïs, c'est en 1911 qu'elle remporte un 2e prix Nobel, en chimie et à elle seule cette fois-ci. Aujourd'hui, les cendres de Marie et Pierre Curie sont au Panthéon. Elles y sont été transférées le 20 avril 1995. Marie Curie est une scientifique aujourd'hui très reconnue. Cependant, il existe encore de nombreuses femmes scientifiques qui n'ont pas connu ce privilège. Merci beaucoup à vous les filles. Exactement comme Julia vient de le dire, beaucoup de femmes n'ont pas eu la reconnaissance que Marie Curie a eue en remportant ce prix Nobel après de multiples découvertes scientifiques. Yasmine, Lola, Aurélien, Farah et Suzanne se sont donc penchées sur la question. Bonjour Suzanne. Bonjour. C'est vrai, beaucoup de femmes ont été oubliées dans la science. On peut notamment parler de Rosalind Franklin, une chimiste britannique qui a travaillé sur l'ADN. Ce fut notamment la première personne à réussir à prendre en photo la structure de l'ADN. Seulement, un autre chimiste, Maurice Wilkins, va montrer à ses congénères ses travaux sans son accord. Et grâce à ça, ils vont réussir à avoir un prix Nobel qu'elle n'aura jamais. Ou encore, on peut citer Lise Meitner, une physicienne autrichienne qui va, en 1907, collaborer avec Otto Hahnemann et Fritz Strassmann sur le projet Uranium, le principe de la fission nucléaire. Otto et Fritz vont avoir un prix Nobel qu'elle n'aura jamais. Ces travaux vont finalement servir à faire la bombe nucléaire, ce à quoi Lise s'est toujours opposée. Beaucoup d'autres scientifiques ont elles aussi été oubliées malheureusement. Nous n'avons cité que Lise et Rosalind, mais il y en a encore de nombreuses, comme la médecin Marthe Gauthier, la physicienne Millie Weinstein ou encore l'astronome Jocelyn Bell. Toutes ces femmes, elles ont été victimes de l'effet Matilda. Cet effet est théorisé en 1933 par l'historienne Margaret Rossit. L'effet Matilda prend place quand une femme se fait voler son travail
et que le voleur obtient tout le mérite. Cet effet reprend l'effet Mathieu, qui lui aussi théorisait la façon inégale dont la gloire est partagée. Seulement, on observe que l'effet est démultiplié beaucoup plus quand il s'agit d'une femme. C'est ça l'effet Mathilda. Eh bien, merci Suzanne. Et aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Quelle est la parité des femmes et des hommes dans nos manuels scolaires? Est-ce que l'égalité est respectée entre les hommes et les femmes? À votre avis, Lia et Lola nous donneront des éléments de réponse. Merci Naïla. Bonjour. Nous avons une grande différence entre les hommes et les femmes. En effet, nous avons vérifié le nombre d'hommes et de femmes dans nos manuels scolaires, de seconde, de première et de terminale, en SVT et en physique-chimie. Plus précisément, nous avons compté le nombre de citations dans les textes. Alors, pour cela, je vais expliquer le processus. On est tout d'abord allé dans le CDI de notre lycée, où on a réuni tous les manuels qu'on allait étudier. Après, on a analysé page par page de chaque manuel. Et dès qu'on voyait soit un nom, soit une information sur un ou une scientifique, on le notait sur une feuille à côté. Et après, on en a fait un bilan de statistiques complet. Du coup, dans nos statistiques, on retrouve que les hommes sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus mis en avant. Alors que, par exemple, dans nos citations, nous avons fait un pourcentage, nous retrouvons 87% d'hommes contre seulement 13% de femmes, ce qui est vraiment une différence énorme et choquante. Et pour aller encore plus loin, nous avons décidé de faire encore plus de recherches et de nous pencher sur les photos ou les informations supplémentaires. Et on a voulu aussi faire un petit pourcentage pour vous donner une petite marge. Et les hommes sont vraiment beaucoup plus mis en avant. Ils sont à 80% de chances d'avoir une photo, alors que les femmes sont vraiment à 20%, ce qui est tout autant dérangeant, car elles ne sont pas assez mises en valeur. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que même si les femmes, elles sont moins nombreuses que les hommes depuis le XVIIIe siècle, il y a encore de grands progrès à faire pour les mettre plus en avant, que ce soit dans la science, mais aussi dans d'autres domaines, parce que c'est important. Nous pensons que pour changer ça, c'est important plutôt de changer ça, et de mettre tout le monde, donc hommes et femmes, sur le même pied d'égalité. Et aussi mettre plus en valeur les jeunes hommes et femmes scientifiques du monde moderne. Merci à vous les filles. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'une de ces femmes scientifiques, Sandrine Piquier. Bonjour Sandrine. Et Diane, mon collègue, qui se chargera de lui poser des questions. Merci Diane. Alors bonjour Sandrine, merci d'être présente sur ce plateau aujourd'hui. Vous avez démarré votre carrière en tant qu'ingénieur environnement pour un parc naturel en 2009. Et puis depuis 2017, vous travaillez en tant qu'ingénieur environnement pour EDF Hydraulique. Et vous êtes aussi membre de l'association Elle Bouge, une association créée en 2005 pour attirer les jeunes femmes vers les carrières scientifiques. Alors pour rebondir sur le sujet des manuels scolaires, est-ce que vous, dans vos manuels scolaires et même dans votre entourage, il y avait des femmes mises en avant qui vous ont inspiré ? Tout à fait. Donc si je suis arrivée aujourd'hui au métier d'ingénieur environnement, c'est parce que j'ai été inspirée par plusieurs femmes, et pas que des femmes scientifiques, plutôt des femmes littéraires à la base, telles que Simone de Beauvoir par exemple, telles que Annie Ernaux, en termes de littérature. Et puis progressivement, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'électricité, forcément Marie Curie a été aussi inspirante pour moi. Voilà, puis il y a eu après Annie Ernaux aussi en termes de littérature, des femmes voilà, au caractère bien trempé et qui défendaient aussi le statut de la femme. Donc ça a été aussi des sources d'inspiration. D'accord. Et lors de votre expérience professionnelle, avez-vous eu des expériences qui confirment ce sentiment que les filles sont mises de côté dans le domaine scientifique ? Eh bien écoutez, absolument pas. J'ai eu la chance de faire un parcours complètement neutre, en toute bienveillance, avec souvent des collectifs masculins. Mais nous avons la chance aujourd'hui dans nos sociétés d'être très accompagnés sur ces sujets-là. Et j'ai pu aborder les choses de manière très positive et très sereine, en faisant des études avec un collectif uni et soudé. Et aujourd'hui encore, en tant qu'ingénieur environnement donc pour EDF Hydroélectricité, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu qui est très bienveillant,
avec un collectif où nous sommes très complémentaires, hommes et femmes, et où les femmes, justement, apportent un regard et une analyse fine des situations et des expertises. Et notre regard, notre prise de recul est toujours prise en compte et toujours avec bienveillance. Donc, aucune remarque désagréable jusque-là. D'accord, merci beaucoup. Vous allez rester donc avec nous pour plus de sujets, plus de questions. Avec grand plaisir. Merci Diane et merci Sandrine Piquet. Un des domaines les plus importants dans le monde de la science reste l'astronomie. Tout de suite, un podcast sur l'importance des femmes dans l'astronomie réalisé par Arif, Nessim et Eji. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour vous présenter l'histoire des femmes dans l'astronomie. Tout d'abord, nous allons vous parler des femmes astronomes du passé, puis celles d'aujourd'hui. Les toutes premières femmes astronomes sont Aglaonis de Thessalie et Hypatie. Elles ont toutes les deux contribué à de grandes avancées. Hypatie est née au milieu du IVe siècle à Alexandrie en Égypte et est morte en 415 dans la même ville. Elle a inventé l'astrolabe planisphérique qui est un instrument astronome d'observation et de calcul analogique. L'instrument, aux fonctions multiples, permet notamment de mesurer la hauteur des étoiles, dont le Soleil, et ainsi de déterminer l'heure de l'observation et la direction de l'astre. Plus tard, au début du XIXe siècle, Annie Jump est une astronome américaine née en 1863 à Dover et morte en 1941 à Cambridge. Elle a développé un nouveau système de classification des étoiles basé sur la température. Les étoiles chaudes sont bleues, tandis que celles plus froides sont rouges. Dans un ordre croissant de température, une étoile est rouge, orange, jaune, blanche, bleue et ensuite violette. On retrouve de nos jours aussi des femmes astronomes comme Claudie Aigneret, née en 1957 à Le Creusot. Elle est la première femme française et européenne de l'histoire à avoir été dans l'espace du 17 août au 2 septembre 1996. En conclusion, les femmes dans l'astronomie de l'ancien temps et d'aujourd'hui sont tout aussi présentes que les hommes, car elles ont apporté de nombreuses découvertes révolutionnaires qui sont toujours utiles de nos jours. L'astronomie, fascinant. Maintenant, TikTok, Instagram, YouTube, toutes sortes de réseaux sociaux, ces femmes sont toutes présentes, mais nous les voyons tous... excusez-moi. Est-ce que nous les voyons tous Milan va nous donner des éléments de réponse. Merci Milan. Bonjour Nelson, bonjour à tous. Effectivement, les réseaux sociaux ont leur place quand on parle des femmes scientifiques, car beaucoup de créateurs de contenu sont des hommes. Vous en connaissez même peut-être certains, comme Nozman, Science Fictive ou alors 5 minutes science. Mais certaines femmes se démarquent, comme Nancy Bullard, dont je vais vous parler aujourd'hui. Elle est avec une autre vulgarisatrice. What color do you get when you mix red and blue? Well, normally you'd get purple, but watch this. How is this possible? Let's back up a second. This water is very cold and this water is very hot. The molecules in the hot water move. Nancy Bullard est donc une scientifique américaine qui est de 34 ans, qui cumule plus de 5 millions d'abonnés sur toutes ses plateformes, donc Instagram, TikTok et YouTube, dont elle a commencé ses chaînes en 2020 et en 2012 pour YouTube. Elle traite principalement des sujets liés à la physique et à la chimie de manière simple et visuelle, de manière simple et accessible avec des expériences visuelles. Elle a été aussi diplômée d'un master à l'Université de Caroline du Nord. Et je vais donc, comme promis, vous parler aussi d'une deuxième vulgarisatrice scientifique nommée Viviane Lalande. Donc, Viviane Lalande est une vulgarisatrice franco-canadienne qui utilise principalement YouTube pour faire transmettre son savoir scientifique et qui a pour objectif de rendre la science ludique et accessible pour tous. Viviane Lalande est aussi autrice d'un livre qui s'appelle Le monde a des racines carrées, que je conseille bien évidemment, car c'est un très bon livre je trouve. En parlant de Viviane Lalande, elle a aussi reçu le prix Jean Perrin en 2021 qui récompense des efforts remarquables de vulgarisation scientifique. Ces femmes sont remarquables, mais malheureusement, les hommes dominent encore les réseaux sociaux quand on parle de science.
Et je trouve ça très dommage. Mais grâce à ces deux vulgarisatrices scientifiques qui inspirent une nouvelle génération de curieux et qui postent un contenu accessible et percutant. Merci à tous. Alors, pour continuer dans cela, madame, j'aurais donc, excusez-moi, une question. Pensez-vous qu'il y a d'autres moyens que les réseaux sociaux pour donner envie aux filles d'intégrer les sciences ? Alors effectivement, les réseaux sociaux, c'est vraiment une porte d'entrée très intéressante, surtout pour vos générations. Par contre, je crois qu'il faut vraiment profiter et bénéficier de votre entourage, de vos familles, de vos amis, pour poser des questions, pour vraiment avoir une écoute attentive de ce qu'ils peuvent vous raconter. Bien souvent, on méconnaît les métiers qui existent et qui sont ouverts à la gente féminine. Et je pense vraiment que c'est en étant extrêmement curieux, en osant faire des stages, même si ce sont des stages de 1 à 2 semaines, d'aller aussi pousser la porte de certaines entreprises. On sera toujours prêt à vous recevoir pour vous montrer ce que l'on fait, pour vous parler très concrètement de nos métiers et de nos missions. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir un esprit de curiosité, vraiment oser dépasser les clichés, les stéréotypes que vous pouvez avoir. Et en tant que femme dans un monde industriel, on est vraiment là aussi pour vous démontrer que tout est possible et qu'il n'y a aucune porte de fermée. Donc soyez curieux et poussez la porte de nos entreprises, on vous accueille à bras ouverts. Eh bien, merci Madame Piquet. Merci Milan. Nous avons donc constaté que la science intéressait les femmes sur les réseaux sociaux dans le passé, mais est-ce le cas dans le futur ? Jessim, Anouar, Imad et Julien ont effectué un sondage au sein du lycée pour savoir si les filières scientifiques intéressaient nos jeunes étudiantes. Est-ce qu'on t'a déjà incité à faire des études scientifiques lors de ta scolarité ? Non. Oui, on m'a déjà incité à faire des études scientifiques et même par moi-même. J'étais intéressée par exemple par la SVT et par la physique-chimie. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué et du coup, voilà quoi. Bah oui, comme de toutes les études en fait. Mais oui, on m'a parlé des études scientifiques. Oui, on m'a déjà parlé en seconde et en troisième. Oui, on en a déjà parlé quand j'étais en troisième et maintenant en seconde. Oui, en seconde et en troisième. Ouais, en troisième et là en seconde pour le choix des SP. Est-ce que les sciences sont un choix personnel ou pour faire plaisir à tes parents ? Au début, y avait beaucoup mes parents qui me disaient de faire par exemple SVT, maths et physique. Et moi je pensais que c'était facile, mais du coup quand j'ai plus appris à connaître les matières, en fait, même moi au début, je voulais faire les études scientifiques, mais en fait, j'ai changé d'avis quoi. J'envisage pas des études scientifiques, mais si j'ai à faire, ce serait vraiment mes parents. Pour moi, pas pour mes parents, parce que c'est important de faire ce qui me plaît et ce qui me motive, sinon je sais que je vais galérer. Est-ce que tu as un message à faire passer pour les jeunes femmes ? Si vous êtes une femme et que vous aimez la science, allez-y quand même si c'est un peu genre en mode c'est pour les garçons, mais en fait non. Croyez en vous. Faites ce qui vous plaît et si les matières scientifiques en tant que fille vous plaisent, faites-les. Ouais, croyez en vous-même, c'est super important. Non. Si vous voulez faire de la science, faites-le pour vous. Ouais, faites-le pour vous, pas pour vos parents, parce que sinon, c'est pas un truc qui va vous passionner et vous allez galérer dans vos études supérieures. Donc pour aller plus loin que le lycée Marie Curie, nos collègues Sarah, Fatine, Yousra, Manel se sont posé la question et ont donc posé la question à notre prof de sciences économiques et sociales, j'ai nommé Monsieur Gilardi. Ils lui ont posé la question donc de est-ce que c'est la conséquence d'un phénomène sociologique ? Je vous laisse avec les images. Alors, il y a beaucoup d'études sociologiques à ce sujet. Qu'est-ce qui fait que tel enfant, tel adolescent et tel jeune adulte va s'orienter vers tel ou tel type d'études et après tel ou tel type de carrière professionnelle? C'est lié principalement à des biais en termes d'éducation. Donc, comme vous le savez, l'éducation qu'on va donner aux jeunes garçons et qu'on va donner aux jeunes filles a tendance à être en partie différente. On parle de socialisation genrée, on ne va pas transmettre les mêmes aspirations, on ne va pas préparer les enfants aux mêmes rôles sociaux selon leur sexe. Et le mécanisme, je dirais, qui joue fondamentalement pour expliquer le fait qu'il y ait peu de femmes dans le monde scientifique, je dirais que c'est l'autocensure.
l'autocensure. Les jeunes femmes ont tendance, à niveau scolaire égal, à performance scolaire égale, à s'interdire un certain nombre de choix d'orientation, notamment on le voit très bien dans la répartition par sexe dans les enseignements de spécialité, à partir de la première et en terminale. On voit très bien que les spécialités scientifiques, elles sont beaucoup plus masculines et les spécialités dites littéraires sont beaucoup plus féminines. C'est lié à la construction de goûts, d'aspirations qui sont la résultante de la socialisation genrée, qui va amener les garçons à beaucoup plus se sentir légitimes pour aborder des études scientifiques qui ont la réputation d'être souvent plus exigeantes, plus rigoureuses, qui sont parfois qui font un petit peu peur aux femmes, aux jeunes filles, alors que les garçons, eux, vont souvent beaucoup plus se sentir naturellement, entre guillemets, aptes à aller dans ce type de formation. Et après, la question, c'est à quel type de carrière professionnelle ça peut préparer. Et là aussi, on a évidemment un lien entre le niveau de prestige des études, le niveau de prestige et de responsabilité auquel on peut avoir accès dans le monde professionnel, qui peut rentrer en conflit avec des projets de vie familiale. Voilà. Alors voilà, après cette vidéo, maintenant Sandrine, j'aurais une question à vous poser. Comment expliquez-vous que les filles ont moins tendance à choisir des études scientifiques ? Alors effectivement, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Déjà peut-être un facteur, on va dire, familial, culturel. Si effectivement les parents ne sont pas forcément enclins dans une culture scientifique, on peut avoir peut-être une première barrière, un premier frein. Et puis ensuite va s'ajouter à cela la société qui nous conditionne directement et indirectement, qu'on le veuille ou non. On est ancré dans une société. De ce fait, on a certains clichés, certains stéréotypes qui sont véhiculés à travers les différents médias, à travers ce qu'on peut lire, écouter. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un frein également. Et puis, il y a peut-être aussi les freins qu'on donne à nous-mêmes, en fait. On se dit, ce métier, il n'est pas fait pour moi, en fait. J'ai peut-être pas suffisamment la force physique, ou j'ai peut-être pas suffisamment d'intelligence pour arriver à obtenir ce diplôme, ou arriver à acquérir ce métier-là, ces missions-là. Je pense qu'il faut vraiment combattre tous ces trois facteurs-là. Se dire que quand on a quelque chose au fond de nous, quand on a des centres d'intérêt, quand on a des motivations fortes, il faut vraiment se donner les moyens d'aller à fond et jusqu'au bout. Et la société, elle est ce qu'elle est, mais je crois qu'il faut vous écouter, vous et votre cœur. Si vous souhaitez faire des études scientifiques ou non, si vous souhaitez faire des études littéraires ou non, sachez que si vous faites ce que vous aimez et si vous le faites à votre cœur, vous y arriverez forcément. Et je vous donne une petite anecdote. Moi, je suis issue d'un profil littéraire. J'ai fait un bac littéraire. Et aujourd'hui, je suis ingénieure environnement dans un milieu industriel. Donc comme quoi, rien n'est impossible et que le parcours, il peut avoir des injonctions à un moment ou à un autre. Et on peut se trouver à un moment de sa vie, sur des études scientifiques ou non, et arriver à un métier qui nous passionne. Eh bien d'accord. Sandrine, on vous donne donc le mot de la fin. Vous êtes membre de Elle Bouge, une association créée en 2005, dont l'objet est d'attirer les jeunes femmes collégiennes, lycéennes et étudiantes vers les filières et carrières scientifiques, techniques, technologiques et d'ingénierie. Tout à fait. L'association Elle Bouge, elle a pour vocation d'attirer les jeunes femmes sur des métiers, des filières, que ce soit à vocation scientifique ou industrielle, surtout vers des métiers pour lesquels la société a tendance à attirer les garçons et très peu les filles. Nous, notre objectif, c'est de concrétiser le métier dans le monde industriel, c'est-à-dire qu'on va ouvrir les portes de nos entreprises. On ouvre les portes de centrales hydroélectriques, en ce qui me concerne, chez EDF Hydraulique. On va aussi ouvrir les portes d'entreprises à caractère scientifique, telles que le CEA, Schneider Electric, encore dans la région grenobloise. Et on intervient aussi en tant que marraine de l'association dans vos collèges et dans vos lycées, pour vous présenter concrètement quels sont nos métiers, comment on arrive à concilier aussi notre vie professionnelle et notre vie personnelle, parce que pour la plupart d'entre nous, on est aussi des mamans, et on vous démontre aussi que c'est complètement possible d'avoir à la fois un métier passionnant, investissant dans un monde industriel d'hommes, et aussi avoir une liberté en tant que femme,
en tant que jeune femme et que les deux sont compatibles. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le site d'Elle Bouge pour voir l'ensemble des événements sur lesquels vous pouvez orienter vos professeurs et qui vous permettront d'avoir une idée très concrète des métiers, notamment industriels, et de ce que font ces femmes et de ce qu'elles peuvent apporter dans une entreprise et dans un collectif masculin. Donc allez au bout de vos convictions et croyez en vous, véritablement. Eh ben, merci pour tout. Je repasse donc la parole à mon collègue Nelson. Merci beaucoup Diane, merci Sandrine, merci à vous deux. Des sondages, des interviews, des podcasts, toutes sortes de documents qui poussent à la réflexion. Nous espérons que ce journal va éveiller les consciences et susciter les vocations dans une société qui traite de façon égalitaire les hommes et les femmes et nourrit les valeurs humanistes au sein de la démocratie. Ce journal touche à sa fin. Merci à nos invités et merci de nous avoir suivis.